2, France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Salut, ça va très très bien et toi? Ah, il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud, mais... Le soleil. Alors, voilà, je me suis rendu compte que maintenant je faisais peur aux enfants, dis donc. Ouais, bon. Ça arrive, hein? Ah bah oui. C'est pas la première fois d'ailleurs, je te rassure, hein, ça m'est déjà arrivé. Hein. D'accord. Donc tu fais pleurer les enfants. Eh, c'est ça, c'est ça. Si tu veux, c'est comme ça. Bon, heureusement, ça y est, après il pleure plus. Bon, tant que... Voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne, ma chère Linda. Alors oui, aujourd'hui dans l'émission Parler Bien-être et Réussite, nous allons avoir comme invité, donc nous recevrons Mochini Delphine qui est maître praticien en PNL, psychopathe praticienne et elle pratique la psychogénéalogie. Tout un programme, donc elle va nous parler justement de la psychogénéalogie. Nous recevrons ensuite Laure Armel, qui est pharmacienne, nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Eh bien, Armel va nous parler des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts et surtout aussi en relation avec la psychogénéalogie. Donc, pour tous ceux qui veulent poser des questions, profitez-en, hein. Franchement, on a deux thérapeutes exceptionnels sur le plateau aujourd'hui. Profitez-en, profitez pour poser des questions. Et pour ça, un seul et unique numéro de téléphone. Lequel, Medjed? Je sais que t'aimes ça. 0892 23 99 50 ou vous aurez aussi la possibilité de nous appeler au 01 40 33 9000. Répète-le parce que là tu vas trop vite. 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Voilà, super, voilà. Ouais, on n'a qu'à faire comme nos auditeurs, ils peuvent voilà, ça noter. sera open question pour les auditeurs, c'est ça? Open question, pas de sur la souci. nutrition, c'est ça? Ouais, sur la psychogénéalogie. De toute façon, notre invité va nous expliquer ce que c'est que la psychogénéalogie. Très Mais bien. c'est super intéressant. Et la micronutrition aussi. Donc on a énormément à apprendre et ainsi on pourra apprendre à se connaître. Parce que le but c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. Nous on va revenir après une pause de publicité et on va accueillir donc notre première invitée. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Oui, Medjed. Pour le micro. Ça va, c'est bon. Ça va, le micro il va très bien. Merci technicien. Merci de me chouchouter, c'est bien. Continue comme ça, je te garderai. Alors tout de suite, place à notre invitée, Mochini Delphine, maître praticien en PNL, psychopraticienne. Elle est aussi, donc elle pratique la psychogénéalogie. Aujourd'hui, elle vient donc nous parler de cette psychogénéalogie. Mochini Delphine, bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc Delphine, aujourd'hui nous parlons de psychogénéalogie. On va parler donc de psychogénéalogie et de nutrition. Mais d'abord, qu'est-ce que la psychogénéalogie ? Alors la psychogénéalogie, en fin de compte, c'est une méthode de thérapie brève qui est particulièrement efficace pour se libérer des secrets familiaux, des blocages qu'on a plus ou moins conscients face à l'échec amoureux ou professionnel, des problèmes de dépendance, de relation à l'argent ou même à l'alimentation du coup. D'accord. Donc en clair, c'est vraiment une étude qui nous amène à comprendre nos fonctionnements, nos programmations, nos rencontres aussi, puisque nous programmons nos rencontres. C'est ça. Avec notre fonctionnement de pensée. C'est exactement ça. Et ça va au-delà même de la conscience, parce que là, on va vraiment dans l'inconscient, des programmations inconscientes, archaïques, puisque parfois, ce sont des mémoires transgénérationnelles. C'est exactement ça. Donc j'ai bien compris la Vous avez psychogénéalogie. bien potassé votre sujet, Linda. Ah, ma foi. Non, Je mais vois ça. c'est surtout que j'analyse beaucoup lorsque j'écoute cette analyse qui est très importante. Et donc je répète pour que l'auditeur puisse comprendre de quoi on parle. Donc les personnes qui viennent vous voir en séance, comment ça se déroule une séance? Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, avant de prendre le téléphone, ils notent le numéro, mais ils appellent pas, ou des fois ils appellent 5 ans après. Alors, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils ont peur du mot qu'ils ne connaissent pas?
Alors souvent le premier frein qu'on rencontre en psychogénéalogie, les personnes nous disent qu'elles n'ont pas suffisamment de données en fait sur leur famille. Elles disent mais moi je connais mes parents, mes grands-parents, mais je suis incapable d'aller au-delà. Et en fait ça suffit tout simplement d'avoir les parents et les grands-parents, c'est déjà énorme. Et on peut travailler aussi sur l'histoire, sur les lieux de vie, d'où on vient, sur les dates exactes aussi, sur les prénoms qu'on a pu donner, qu'on a pu avoir. Connaître ses parents et ses grands-parents, ça suffit déjà largement à faire une belle étude et un beau voyage dans l'arbre généalogique. Alors comment ça se déroule concrètement, donc une séance? La personne vient? Ouais, c'est un petit peu difficile de décrire une séance parce qu'il existe beaucoup de techniques et on va réagir beaucoup en fonction du client qu'on a en face de nous. On va travailler parfois avec des cartes postales, parfois avec des Playmobil. On fait beaucoup dessiner, on fait ce qu'on appelle des rêves éveillés également à la deuxième ou troisième séance. Il faut compter à peu près une dizaine d'heures pour une psychogénéalogie et la séance dure 1h30. Et au niveau des tarifs, ça varie selon les thérapeutes, ça peut aller de 50 à 100 euros la séance d'1h30. Parfois, 1-2 séances suffisent pour trouver d'où vient le blocage et le travailler dans ce qu'on appelle un gestalt, un carré où on va rentrer et ouvrir les champs du possible avec le client. On peut également prescrire ce qu'on appelle des actes symboliques sous la méthode de Jodorowsky, où on va faire des petits exercices aux personnes. Donc des fois 1 ou 2 séances suffisent, parfois il en faut jusqu'à une dizaine. C'est pour ça que c'est bien une thérapie brève, hein. On parle bien de thérapie brève, c'est pas comme quand on fait une psychanalyse durant des années ou qu'on fait des séances aussi avec une psychologue. C'est assez dynamique. Là c'est vraiment une thérapie brève qui va permettre de mettre en place un schéma, puisque la plupart du temps lorsqu'une personne vient vous voir, c'est qu'il y a à la base un schéma limitant qui l'empêche de rayonner, d'être celle qu'elle doit être ou celui qu'il doit être. Oui, de rencontrer la bonne personne ou d'avoir le bon boulot. Exactement. Des fois, il suffit simplement de prendre conscience de certaines choses. Et en l'occurrence, ne serait-ce que sur l'alimentation, parfois des petites choses qu'on fait au quotidien sans même s'en rendre compte, qui sont en fait la base du problème. Justement, parlons-en de l'alimentation. Alors, vous pouvez nous expliquer le concept nutrition et psychogénéalogie? Alors, c'est un concept qui a été pensé en association avec Armel Laure, qui est docteur en pharmacie et micronutritionniste. Nous nous sommes intéressés aux habitudes inconscientes et aux réflexes de nos clients, de leur consommation en fonction de leur famille, de leurs origines, leur culture, leurs croyances. Nous invitons nos clients à réfléchir à tout ce qu'ils font sans même y penser en matière de nutrition sous forme d'interrogation et de prise de conscience. Une fois ce travail fait, en psychogénéalogie, Armel intervient sur le rééquilibrage alimentaire à l'aide de prescriptions individuelles et adaptées à chacun des clients. D'accord. Donc en clair, notre manière de manger peut être due, là aussi, à une programmation d'une mémoire transgénérationnelle, du milieu, de la culture, on va dire, l'environnement. Il y a énormément de facteurs, là aussi. On va effectivement tout prendre en considération, ne serait-ce que quand on est stressé, quand on a des soucis, comment on faisait dans notre famille. Est-ce que, au contraire, on mangeait, on s'assied des tablettes de chocolat, la plupart du temps, le fameux pot de Häagen-Dazs. Ah ouais. Oh, je veux sur manger le canapé, voilà, ou la bouteille de vodka à la Bridget Jones. Ça, c'est chaque famille a ses façons de faire. Effectivement, quand on rentrait de l'école, qu'on était triste, qu'on avait un petit chagrin d'amour, qu'est-ce que faisait notre mère? Est-ce que de suite elle nous faisait un gâteau, elle nous faisait manger quelque chose, ou alors au contraire on se fermait et on mangeait plus? C'est ça. Ça c'est des choses qu'on transporte. Quand il y a un événement important, ce qu'on appelle en psychogénéalogie des crises de passage, comme un mariage, une naissance, un décès, avant un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'on faisait dans notre famille avant tout ça? Est-ce qu'on transporte? On essaye de repérer également avec Armel toutes les petites phrases du quotidien où notre maman nous répétait: finis ton assiette, mange, tu sais pas qui c'est qui te mangera, ou dans la famille on est tous des gros mangeurs. Et en fait on va transporter ces croyances là, par exemple de finir son assiette, et on va peut-être se forcer, plus savoir quand est-ce qu'on a faim, se servir des grosses quantités d'aliments et tout manger, alors qu'en fait on aurait bien assez de la moitié de l'assiette. Donc prendre conscience de ça, c'est peut-être avoir une assiette un petit peu moins remplie, et sur des problèmes d'obésité par exemple, ça peut
ça peut jouer aussi. Mais c'est aussi une mémoire, comme par exemple des personnes qui ont grandi dans une famille pauvre où il manquait énormément de nourriture, et après, cette même personne, à l'âge adulte, quand elle se marie, elle va acheter beaucoup par peur de manquer. Voilà. On l'a beaucoup connu ici en France après-guerre, et on le voit encore chez des personnes âgées. Là, on l'a vu avec les problèmes de neige. Ouais. Où d'un coup, on s'est rendu compte dans les supermarchés, il y avait plus rien à manger. Les gens ont stocké énormément. Bon, mais ça, c'est des choses qui arrivent de la guerre, où nos grands-parents ont tellement manqué. Il y a un réflexe dès qu'il y a un événement un peu important ou qui sort des lignes d'habitude, les gens vont stocker de l'alimentation. Cette alimentation, elle va devoir être consommée à un moment ou à un autre. Bien sûr. Donc là, on va avoir des personnes qui vont manger 2 fois plus parce qu'ils ont les placards 2 fois plus pleins. Ça se périme, il va bien falloir le manger. Mais c'est pas pour autant qu'ils arrêtent d'aller faire les courses. C'est pas pour autant que là, dans les supermarchés, il n'y a pas les queues en ce moment. C'est ça, exactement. Et on continue quand même à les acheter et à les consommer. Mais ce sont des programmations, en fait, qui résultent de peur. Peur de manquer. La peur de manquer, bien sûr, la peur de manquer. Ouais. Et on le retrouve aussi donc sur tout ce qui a été sur certaines populations où il y a eu des grosses famines. Les familles ont tellement manqué qu'aujourd'hui elles vont stocker énormément, et même sur la préparation des repas, on va se retrouver midi et soir, ou même des petits déjeuners extrêmement copieux, des entrées, des plats, des desserts, des fruits, beaucoup de boissons sucrées. Il y a vraiment une abondance de nourriture aujourd'hui qui est peut-être pas nécessaire et qui n'est pas bonne pour la santé. En fait, on quitte le nid et on continue à transporter ça, et systématiquement tous les jours on va manger une entrée, un plat, un dessert. C'est très, c'est une culture en France où on va manger 3-4 choses à un repas. Et c'est peut-être qu'on n'en a pas autant besoin. C'est comme la viande, pareil. Oui, exactement. Quand il y avait une pénurie, pendant les guerres où ils mangeaient pas de viande, et maintenant, ils mangent trop de viande. Voilà. Et ça, Armel Laure l'expliquera tout à l'heure. Il est peut-être pas obligé d'avoir de la viande rouge matin, midi et soir. C'est ça, exactement. Voilà. Donc il y a des cultures vraiment. On se rend compte aussi en psychogénéalogie, quand il y a eu des maladies dans la famille, par exemple les diabètes, on peut retrouver des familles qui vont complètement interdire le sucre. Alors ou par loyauté pour le diabétique dans la famille qui peut pas en manger, ou le cardiaque avec la viande rouge. On va avoir des familles comme ça qui vont interdire. Alors c'est pas vraiment dit, c'est pas vraiment cité, mais dans la préparation des repas, la cuisinière va faire attention à certains produits qui deviennent d'un coup un tabou dans l'alimentation, et on va se retrouver comme ça à transporter des tabous sur la... Puis des frustrations. Et des frustrations, ça, bien sûr. Et on n'est pas forcément diabétique, on n'est pas forcément cardiaque, mais il y a des aliments qui vont d'un coup être blacklistés dans l'alimentation, qui en fait sont nécessaires. Ou au contraire, sous forme de loyauté familiale. Moi, j'arrive d'une lignée italienne. Les pâtes, c'est quand même quelque chose. Les pâtes et les pizzas. Voilà. Par contre, mon surnom quand j'étais petite, c'était pas, on m'appelait pas Moschini, on m'appelait spaghetti, ravioli. Voilà, il y avait une forme de moquerie comme ça où on reprenait sur avec mon les prénom. origines, quoi. Voilà. Et inconsciemment, je me rends compte petit à petit que j'ai déclaré comme une forme d'intolérance en fait aux féculents. Voilà, je comprends. Mais un rejet. Un rejet. Ben oui, parce que il y avait de la moquerie, donc tout ce qui est féculent pour moi est pas forcément bon, parce que inconsciemment, mais il y a une forme de rejet de cet aliment-là. Suite à ces moqueries de par mes origines. Comme quoi. Voilà. Tout a une importance. On se rend compte aussi sur certains cancers où pareil, on va décider que c'est tel ou tel aliment ou telle coutume familiale qui a pu donner le cancer à la personne. Bon, c'est un cancer, c'est beaucoup plus complexe. Et une fois de plus, Armel est beaucoup plus pointue que moi et elle connaît beaucoup mieux dans ce domaine. Elle expliquera beaucoup mieux ça que moi. Mais on rencontre beaucoup de personnes qui vont arrêter une certaine. Voilà, par exemple, il faut pas que je fasse trop de sport, ça a tué mon père. Ça, je l'ai entendu dire. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on se programme constamment. On se programme constamment. Et on nous a programmé aussi. Mais oui. Et des fois, c'est des programmations inconscientes, comme je vous dis. La personne qui prépare les repas a des croyances. Aujourd'hui, il a dû beaucoup travailler, il a dû avoir une mauvaise journée. On a une croyance et on va préparer le repas en fonction d'eux. D'où la question d'une auditrice qui nous écoute, d'ailleurs qui a dit Viva l'Italie, parce qu'elle est italienne aussi. Comment sait-on que nos ancêtres nous hantent
porte malgré nous. Alors, c'est pas vraiment le juste mot, c'est ce qu'on disait juste avant. On peut pas vraiment parler de hanté, on peut parler de secrets qui sont bloqués à certaines générations, qui vont créer une forme de crypte. Et en fait, la famille se retrouve encryptée dans ce secret sans même pouvoir le nommer. On va le nommer peut-être à la première génération, et puis à la deuxième génération, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pas, mais on sait pas vraiment pourquoi. Et la troisième génération, il y a carrément quelque chose qu'on fait plus du tout sans même s'en rendre compte. Elle est là, la crypte, en fait. C'est ça. Et puis beaucoup de personnes aussi parlent de malédiction. Répétition des cycles, voilà, répétition. On le voit avec la famille Kennedy, on dit c'est ça. Oui, ouais, alors ouais, on se dit, on nous a fait quelque chose, on a une malédiction, alors qu'en réalité tout ça ne sont que la plupart du temps des programmations inconscientes transmises de génération en génération. Et en fait, quand il y a eu un événement, eh bien on se l'approprie. C'est exactement ça. Je ne fais pas ça parce que, par exemple, mon père a fait ceci ou cela. Mais on se l'approprie en fonction de sa carte du monde sans vraiment savoir pourquoi c'est arrivé. C'est ça. Quand on remonte pas complètement. Exactement. Ah oui, mais c'est très, en fait, c'est très intéressant dans le sens où, quand on essaye, parce que il faut aller, le patient, en fait, la personne qui vient vous voir en consultation ou qui vient voir Armelle en consultation, doit déjà avoir envie de faire ce travail. Parce que c'est quand même faire ressortir des mémoires anciennes, pour une libération, parce qu'en réalité, c'est ça le plus important. Le but, c'est de libérer pour ne pas répéter et pas transmettre à nos enfants. C'est ça, et surtout pour réparer. On libère, mais aussi on répare. Ça. C'est ça. C'est ça qui a d'important, c'est de réparer. Ce qui peut faire peur, on a l'impression que quand on attaque une généalogie, on va un peu régler les comptes avec les ancêtres. En fait, c'est pas ça. Au contraire, on peut penser que en temps de guerre, notre ancêtre a fait ça et ça. On va transporter une honte, une culpabilité. Bien sûr. Mais en rentrant dans l'histoire et en essayant de comprendre, on peut aussi accepter certaines choses et se libérer de certains poids. La généalogie, on n'est pas là pour régler des comptes, on n'est pas là pour accuser les autres. Bien au contraire, bien sûr. On est là pour comprendre leur fonctionnement, pourquoi ils ont pris telle et telle décision. Et en remettant dans le contexte, souvent par exemple de guerre, où on peut vraiment prendre conscience que la personne n'a pas eu d'autre choix et qu'elle en aurait fait certainement d'autres. Donc au contraire, je crois que la généalogie apaise une famille. Mais ça, c'est important en fait, justement, Delphine, ce que vous venez de dire, ça nous amène à être dans le non-jugement. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans cette société, on en parlait tout à l'heure, qui est une société quand même assez dure, assez difficile, où il y a énormément de jugements. Les gens donc se permettent de juger certaines personnes, alors qu'ils ne se mettent pas à leur place. Mais en plus de ça, le jugement, ils peuvent le vivre eux-mêmes à un moment donné dans leur vie. Bien sûr, le travail du thérapeute réside là-dedans, c'est d'accompagner justement dans ce non-jugement et d'ouvrir ce qu'on appelle nous le champ des possibles. C'est vraiment, on va, par exemple, on va parler d'un moment de guerre ou un moment très dur ou un moment d'exil. Nous, on vit aujourd'hui, on est là, on est en France, on est plus ou moins en sécurité, on est plutôt bien. Donc, c'est difficile d'aller se dire, ah bah oui, en temps de guerre, ah bah non, moi j'aurais jamais dénoncé quelqu'un ou j'aurais pas collaboré. On se met pas à leur place, en fait. Mais en refaisant un petit peu le trajet, on peut imaginer, alors on n'est pas là non plus pour tout excuser, bien évidemment, mais on peut en tout cas comprendre, et vraiment c'est ce mot apaisé qui vient dans la généalogie. Prendre de la distance aussi. Prendre de la distance, parce que c'est ça le plus difficile. C'est que on n'arrive pas la plupart du temps à lâcher prise, à prendre de la distance et réaliser que c'est pas notre histoire. Exactement. Forcément, on fait partie de cette histoire-là, mais ce n'est pas notre histoire. On n'est pas obligé de payer toutes les factures non plus. Delphine Moschini, on va revenir après une petite pause. On va faire plaisir à Medjed. Un petit peu de musique. Hein. Qu'est-ce que tu nous as mijoté, on va dire alors, qu'est-ce qu'on a préparé? Je ne sais pas. Je te dis ça tout de suite. Ça, c'est Joule. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Delphine Moschini. J'aime bien Moschini. Maître praticien en PNL, psychopraticienne. Elle pratique aussi la psychogénéalogie. Donc on parle aujourd'hui de psychogénéalogie. Vous nous avez parlé donc Delphine de cas concrets, d'exemples autour de la nutrition, de comportement, suite donc on va dire à l'environnement, à la famille,
famille, à la culture, aux traditions. Donc tout ça, justement, nous amène vers des comportements alimentaires ou des envies, par exemple, de tel ou tel aliment. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Alors, tout à l'heure, on a parlé donc de syndrome d'anniversaire. Beaucoup de personnes, au moment d'anniversaire, par exemple de leur anniversaire, ils prennent un an de plus, ils ont un mal-être, ils se sentent pas bien. Qu'est-ce qui peut se passer justement dans ces comportements de syndrome d'anniversaire? Alors, les syndromes d'anniversaire, comme vous les décrivez, Inda, en parlant des fois on n'est pas bien quand on se voit vieillir, c'est pas vraiment le syndrome d'anniversaire comme on va le travailler en généalogie. Le syndrome d'anniversaire, bien sûr, on en a tous besoin. On a besoin de fêter, entre guillemets, en tout cas d'honorer la mémoire des personnes qui sont parties. Ouais. Souvent, on s'est dit, ça fait un an, ça fait deux ans qu'il nous a quittés. On a besoin de travailler sur cette mémoire, de dire que la personne a existé, qu'elle a réellement été là. C'est une façon de l'honorer, de continuer à l'aimer, quelle est sa part d'immortalité. Le syndrome d'anniversaire, on va le retrouver, il est souvent inconscient. On va revivre par exemple un accident de voiture qu'on a eu inconsciemment. On peut avoir des douleurs dans le corps, on peut avoir une journée où on n'est pas très bien, où on a un peu une angoisse. Et ça peut être par exemple un accident qui nous est arrivé, mais ça peut être un accident qui est arrivé beaucoup plus haut et qui a ébranlé complètement une famille avec un décès, etc. Donc une fois de plus, les choses vont se construire autour de cet événement, de cette onde de choc. Des choses vont se passer dans l'enfance. Il y a un certain jour dans l'année où c'était pas très joyeux à la maison, on savait pas vraiment pourquoi, et on va continuer à perpétuer cette date. Ça peut aller beaucoup plus loin. On voit souvent, on entend dire quand un enfant arrive, c'est au moment où un ancien s'en va. Ouais, c'est vrai. Et souvent, quand on travaille un petit peu sur les dates, on se rend compte qu'à l'annonce de la maladie, c'est peut-être le moment où l'enfant a été conçu, ou à ces dates anniversaires-là du départ de quelqu'un, l'enfant est conçu inconsciemment 9 mois avant la conception. On se prépare à la naissance, l'arrivée de quelqu'un. Alors, si de peu qu'on lui donne en plus le nom d'un ancêtre, imaginons que l'enfant va devoir payer. Justement. C'est pas très bon. C'est pas très bon de donner, par exemple, le prénom d'une personne en son honneur qui est décédée. Voilà. Mais c'est pas bon parce que c'est l'énergie de la personne. C'est l'énergie, mais surtout, on va lui demander de porter quelque chose qui n'est pas à lui. Ben oui. Voilà. Imaginons qu'il porte le nom d'un guerrier de la famille, on va dire, de quelqu'un qui s'est énormément investi dans des causes, inconsciemment, on va lui demander à quelque part de reprendre le flambeau, et c'est pas forcément sa vie. Ouais, ou inversement, on a eu des personnes qui avaient des problèmes dans leur féminité, dans leur sexualité, et on s'est rendu compte dans l'arbre généalogique, par exemple, une personne qui portait le nom d'une ancêtre à elle qui était rentrée dans le couvent, qui avait fait vœu de chasteté, qui avait fait vœu de vouer sa vie à Dieu, et qui était rentrée dans un couvent. Forcément, cette personne-là aujourd'hui a une forme d'interdiction sur elle, parce qu'on l'a élevée dans l'hommage de cet ancêtre qui a voué sa vie à Dieu et qui est resté chaste. C'est ça. Donc elle porte quand même cette chasteté, même si on le lui dit pas, même si elle puisque tout est inconscient. Voilà, donc inconscient. Effectivement, avoir le poids des prénoms, où on va même donner le nom d'une star à quelqu'un. Hein. On va là, avec le décès de Johnny Hallyday, il va y avoir plein de petites Johnny qui vont naître, ou de petites Laetitia aussi qui vont naître, en hommage à ce chanteur que la population aimait. Eh bien, on va lui demander aussi d'avoir un certain parcours. On lui remet beaucoup de choses dans les mains, en tout cas à cet enfant qui va venir et qui va s'appeler. C'est ça, il est à peine venu que déjà il a le fardeau sur ses épaules. Voilà, donc ces syndromes d'anniversaire là, ils vont se manifester comme ça par des moments de mal-être ou des naissances ou même des accidents qui vont honorer aussi la mémoire. Hein. Si vous avez 2-3 personnes qui à peu près à la même époque ont eu un accident, fatalement, il y a des fortes chances que vous continuiez à vous programmer. Oui, parce qu'on dit j'ai peur parce que à telle date, par exemple, il y a eu un accident. Attention dans la famille, en décembre, forcément, il se passe quelque chose. Donc en décembre, votre attention, elle va être différente. C'est ça. Et malheureusement, on se programme ces accidents, programme. J'ai un exemple justement d'une personne qui fête pas, par exemple, la Saint-Valentin le 14 février, parce que, par exemple, sa grand-mère est morte ce jour-là.
Et oui, là on mélange un petit peu tout, malheureusement, parce que c'est la vie, que les gens s'en aillent et que les gens décèdent. Bon, ça tombe un 14 février. Mais il y en a plein comme ça. Je préfère dire que la personne va préférer honorer la mémoire de la personne défunte plutôt que s'interdire de la Saint-Valentin, et proposer peut-être à la personne de fixer elle-même sa date de Saint-Valentin, mais continuer à honorer la mémoire. On va pas essayer de lui changer cette croyance-là. Elle a besoin d'honorer la mémoire de sa grand-mère qui est décédée ce jour-là. On peut peut-être lui proposer à elle, en acte symbolique, comme je vous en parlais, de décider alors à ce moment-là, la fête de l'amour sera à quel moment. C'est ça. Et garder ce 14 février pour honorer la fête des morts. Mais en France, la culture dit aussi qu'il y a des dates comme ça dans le calendrier où on peut honorer nos morts. Donc on peut aussi lui proposer de changer de date. Mais si pour elle le 14 février est une date mémoire, symbolique où elle s'interdit de faire la fête et de partager l'amour, ça pose pas vraiment de problème. On n'est pas obligé de suivre le calendrier à la lettre. Oui, mais ça peut bloquer la personne. Mais ça peut bloquer la personne, bien sûr. Donc je crois qu'il faut pas aller contre. Il faut accepter que c'est un moment pour elle qui est important de commémoration et peut-être lui proposer une autre date de l'amour. Vive l'amour, c'est tous les jours de fêter l'amour. Bien sûr. On n'a pas besoin d'une date. Mais peut-être qu'il se porte encore quelque chose d'un petit peu plus fort sur ce 14 février. Et c'est là où ça devient intéressant de monter dans les dates de l'arbre. Ah oui. Parce que sur pourquoi comme ça on décide que le jour de la mort devient un jour de deuil? C'est important d'aller justement visiter et voir quelle est la culture de la famille face au deuil. Comment on vit le deuil dans la famille. Je reviens donc Delphine sur le choix du prénom parce qu'on en a parlé. Donc et là en l'occurrence vous avez répondu à ma prochaine question qui était est-ce que le choix du prénom est important dans le futur comportement de l'enfant? Et là oui. En l'occurrence oui. Et oui, bien sûr. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils choisissent un prénom en fonction, par exemple, du moment, de la mode, alors qu'en réalité, le prénom lui-même a c'est rarement un choix inconscient. C'est ça. Vraiment rarement un choix inconscient. On répare beaucoup de choses ou on prolonge en fait nos rêves. Quelqu'un qui a rêvé par exemple d'être médecin et qui connaît un médecin, inconsciemment va peut-être choisir le prénom du médecin ou le prénom de quelqu'un qui a un rapport avec ça, en se disant secrètement au fond d'elle, assez inconsciemment, peut-être que mon enfant sera médecin grâce à ça. Ouais, c'est médecin, ça peut être dans n'importe quoi, mais en tout cas dans le sport aussi. Pendant ces 9 mois où on attend ces petits êtres avec impatience, on commence à se projeter, on commence à imaginer quelle va être leur vie. Dès qu'on connaît le sexe, ça va être un garçon ou ça va être une fille, on va commencer à imaginer leur enfance, leur adolescence, leur mariage, leur vie. On est en train de programmer. Donc forcément dans cette programmation inconsciente, dans ce rêve inconscient qu'on fait, dans cette image qu'on a de l'être qu'on est en train de mettre au monde, ce choix du prénom va venir dire beaucoup de choses. Bien sûr. Ça soit pour la mère ou pour le père. Bien sûr. Si de peu que la famille aussi s'en mêle et son mot à dire, ça arrive, où on a un grand-père ou une grand-mère qui insiste, pour choisir les noms. Ça arrive beaucoup. Ça arrivait plus avant. Aujourd'hui, il y a une forme d'indépendance sur ça. Mais pendant des années, c'est pas forcément les parents qui choisissaient les prénoms. Ouais. Et on se devait de transmettre comme ça le prénom du père du mari, le prénom de voilà, il y a une grand-père aussi, justement, c'est ça. Il y a une forme d'hommage qui se fait. Alors aujourd'hui, on va le choisir peut-être dans les deuxièmes prénoms, mais tout ça, ça joue. Deuxième prénom, ça joue. Qu'est-ce qu'on est en train de dire de l'enfant? Une famille qui est un père qui serait disputé avec son fils, le fils va avoir un autre fils, et puis pour réconcilier, entre-temps le papa est décédé, et pour réconcilier un petit peu tout ça, elle va donner le nom de son père. Forcément, ces rapports, il y a quelque chose qui va se jouer qui n'est pas terrible non plus. Donc il faut quand même faire attention au choix des prénoms. Mais Delphine, pour comprendre ça, je me mets à la place de l'auditeur qui vous écoute et qui se dit en fait le choix du prénom va avoir une incidence sur mon enfant. C'est-à-dire que déjà avant même la naissance de mon enfant, si je choisis un prénom avec on va dire une histoire très forte, ça va charger mon enfant. Donc en fait là celui qui entend ça se dit que
voilà, c'est pas un acte anodin que de donner un prénom. C'est vraiment, il faut vraiment mesurer, il faut vraiment comprendre l'histoire de ce prénom conscience, et la signification. Parce qu'en réalité, la signification est très importante. C'est-à-dire, moi, Inda, ça veut dire, voilà, c'est caravane de chameaux, la nomade. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé être une nomade dans le désert. J'ai toujours aimé ce côté, en fait. J'aime pas les choses, en fait, j'aime bien la nouveauté à chaque fois. Alors, ouais, ça, ce que c'est je veux dire. Votre interprétation. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi vos parents vous ont donné ça. Est-ce qu'ils vous ont donné ça justement en se disant, eh ben, elle sera toujours libre, et c'était ce qu'ils avaient envie de vous transmettre comme valeur, la liberté, ou est-ce qu'ils pensaient à autre chose pour vous? C'est la généalogie, c'est aussi ça. C'est quand on décide de faire une séance, on fait participer un petit peu la famille dès qu'on le peut, et demander pourquoi tu as choisi ce prénom pour moi? Qu'est-ce que tu espérais pour moi? Et à partir de là aussi, il s'ouvre un dialogue avec les parents sur un sujet qu'on n'aurait mais jamais abordé peut-être. Donc il y a ce que vous en faites vous de votre prénom, mais ceux qui en ont fait au-dessus. Voilà. Qui a choisi le prénom? Bah, c'est ma mère. Et en plus, à travers un rêve. À travers un rêve. Ouais, à quel moment? Est-ce qu'il était avant votre conception, avant même que vous arriviez? Est-ce qu'elle était enfant? Non, je pense qu'elle était enceinte. Voilà, ça serait intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rêve. Ben voilà, on lui a dit qu'elle allait avoir une petite fille, qu'il fallait m'appeler Inda. Et qui lui a dit? Ah bah c'est dans le rêve. Voilà. Ouais, on va poser des questions. Et en fait, ça se passe comme ça un peu, la séance de psychogénéalogie. C'est pour ça que je vous ai ramené un peu mon histoire, mais c'était pour faire comprendre aux gens comment, à travers des questions, ça nous amène à vraiment faire un travail sur soi et la famille, parce que là, en l'occurrence, on amène la famille aussi dans cette... Les premières questions, on se demande qu'est-ce qui s'est passé 9 mois avant la conception, 9 mois pendant la gestation et 9 mois après. Ouais. C'est très déterminant, c'est 27 mois dans une histoire. La rencontre de nos parents, comment ils se sont rencontrés, comment s'est passé le mariage, à quel moment on arrive dans leur histoire à eux d'amour. Est-ce qu'on est le premier, le deuxième, le troisième dans une famille? Dans quel contexte? C'est ça, la place aussi, elle est très importante. Elle est très importante aussi dans notre comportement. Quand on a un nom qui parle de liberté, qu'on soit un premier, un deuxième ou un troisième ou un quatrième dans une fratrie, n'a plus rien à dire. Ça dit des tas de choses. Ça, ouais. Quand une maman met au monde une fille qui est, par exemple, sa deuxième dans la fratrie, imaginons qu'elle ait été une quatrième dans une fratrie, elle va retrouver peut-être sa sœur, la deuxième de la fratrie, en vous. Donc elle se comportera peut-être aussi en fonction de sa fratrie à elle. Et pareil pour un papa. Un papa qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Un papa premier dans sa fratrie va se comporter, il sait comment on est quand on est premier, qu'est-ce qu'on ressent quand on est le 1 dans une fratrie. Donc forcément, il risque d'être plus proche du premier de sa fratrie. D'accord? Parce qu'il sait exactement. Par contre, s'il avait de très très bons rapports avec le troisième de sa fratrie, en étant lui le premier, s'il a 3 enfants, un lien encore différent va se créer avec le troisième. D'accord. Et c'est comme ça pour tous les parents. Et pareil pour les grands-parents, etc. Donc on sait comment, moi je suis une deuxième dans la famille, je sais comment on est quand on est un deuxième. J'ai qu'un seul enfant, c'est donc mon aîné et mon unique, ben je sais pas trop comment on fait pour élever un enfant, un garçon, parce que je suis une fille, et dans une fratrie unique, où il est le seul enfant. D'accord? Comment on se comporte? Moi, j'avais ma sœur pour jouer, donc je vais avoir tendance à vraiment répondre à tous ses besoins, etc., à presque essayer de l'occuper, alors que des fois, il a absolument pas besoin de moi, mais je vais essayer de l'occuper parce que j'ai l'impression qu'il risque de s'ennuyer. Je comprends. Parce que je ne sais pas comment c'est quand on est un enfant unique, vu qu'on est une fratrie de deux. Quand on n'a pas l'expérience, on ne peut pas savoir. Donc, on va dire, on va faire comme on peut. C'est ça. Mais on peut, on n'a pas de modèle. Voilà. On ne l'a pas vécu. On va transporter comme ça, on va répéter des schémas où on va être obligé d'en créer en opposition avec ce que nous on a eu. D'accord, je comprends mieux en fait beaucoup cette psychogénéalogie qui est
très très intéressantes et qui nous amènent vraiment à faire un travail sur soi, à comprendre justement les blocages familiaux, parce qu'il y en a énormément, dans toutes les familles d'ailleurs. J'aime bien dire l'image, en fait, on a tendance à regarder notre famille comme si on prenait un entonnoir, en fait, et on regarde du bout large et on fait un petit zoom. La généalogie nous permet de retourner cet entonnoir, de regarder par le petit trou et d'avoir une vision beaucoup plus large. On s'arrête à ce qui est, on n'imagine pas ce qui pourrait être, et la psychogénéalogie, c'est ça va nous permettre d'aller visiter des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Moi, honnêtement, la taille d'une assiette par rapport à ma famille, j'aurais jamais pensé. Effectivement, dans ma famille, on se transporte, on prenait les assiettes de génération en génération sur, on va dire, le service en porcelaine, des assiettes qui étaient très très grandes, et effectivement, on mangeait des parts très très grandes. Oui, la grande quantité. Jamais j'aurais pensé à des choses comme ça. Comme quoi, tout a une importance, en fait. Détails, mais des petits détails qui sont importants et qui nous amènent à comprendre notre comportement quotidien. Voilà, cette phrase de finis toujours ton assiette. C'est ça, ouais. C'est quelque chose qui est ancré, et il y a un moment où je ne savais même plus si j'avais encore de l'appétit à table ou pas. Mais en tout cas, je m'étais servi une assiette qui était assez copieuse, et j'allais au bout de l'assiette parce qu'il y avait cette voix inconsciente. Finis ton assiette, surtout. Tu ne sors pas de table tant que t'as pas fini ton assiette. Ah ouais, j'imagine. Alors, de toute façon, il faudra faire d'autres émissions. Avec plaisir. Parce que c'est super intéressant, et je sais qu'au niveau de la psychogénéalogie, il y a énormément de thèmes différents qu'on peut aborder. Là, on a abordé la nutrition avec la psychogénéalogie. On va continuer justement avec Armelle Laure, qui va nous expliquer en profondeur donc la micronutrition. Qui est nutrithérapeute et pharmacienne. D'ailleurs, vous pouvez rester avec nous, avec plaisir, parce que c'est important justement d'avoir ces deux analyses, parce que ça nous amène vraiment à comprendre nos comportements alimentaires, les pathologies, les maladies, tout ce qu'on a du mal à dire, comprendre que justement toutes ces émotions-là ont un impact aussi sur notre vécu, sur notre santé, et donc tout ça nous amène justement à... Je pense que c'est nouveau pour beaucoup d'auditeurs. Ah oui. Ah ouais. Oui, j'imagine. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on a ce travail comme ça ensemble avec Armelle, parce que c'est bien sympa de comprendre le pourquoi. Bien sûr. Et Armelle est vraiment importante en arrivant dans le comment, parce que une fois qu'on a enlevé ces habitudes, qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait? Et là, l'intervention d'Armelle est essentielle à pouvoir nous dire justement, moi, elle m'a énormément aidé à dire, voilà, ces aliments-là, si tu peux pas manger ça, tu peux manger autre chose. Et voilà. Elle a vraiment, elle m'a beaucoup aidé à ce comment. Alors Delphine, les coordonnées pour vous contacter. Alors, le 06 58 74 86 05. Je suis sur Paris. On va le redonner. 06 58 74 86 05. Okay. Donc, je vous disais sur Paris, mais je travaille également par téléphone, par Skype ou en FaceTime. Une page Facebook, peut-être? Oui, à Delphine Moschini Coaching sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et je crois, non, c'est tout. Bon, c'est déjà bien quand même, C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Donc nous, on va se retrouver après une petite pause musicale. On va accueillir donc notre deuxième invitée, Armelle Laure, qui est pharmacienne nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Donc elle va nous parler des bienfaits de la micronutrition, de ses intérêts, en rapport justement avec la psychogénéalogie. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre deuxième invitée, Armelle Laure, pharmacienne, nutrithérapeute, spécialisée en micronutrition. Donc aujourd'hui, elle nous parle des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts en rapport donc avec la psychogénéalogie. Armelle Laure, bonjour. Bonjour Inda, bonjour Medjahed, bonjour France Maghreb 2 et tous ses auditeurs. Bonjour. Bonjour Armelle, c'est un plaisir justement. Ah oui, je suis contente de revenir vous voir et discuter avec vous. Ouais, surtout justement de micronutrition. Donc vous êtes donc nutrithérapeute spécialisée en micronutrition, mais donc avant de parler de l'intérêt de la micronutrition en psychogénéalogie, qu'est-ce que la micronutrition? En fait, c'est une façon un petit peu plus subtile ou précise, en tout cas, d'aborder, à mon avis, la nutrition.
C'est-à-dire qu'on connaît tous ce qu'on appelle les macronutriments, les protéines, glucides, lipides, etc., qui permettent de nous donner l'énergie et qui sont indispensables à notre vie. D'accord. Ensuite, il est très important d'apporter au niveau de chaque cellule tout ce qu'on appelle les micronutriments qui vont lui permettre de fonctionner de façon optimale et de faire que tout un tissu et le corps finalement va mieux fonctionner. Ouais. Et là, on parle donc de micronutriments, en ce qui concerne les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, les acides gras essentiels, les antioxydants, etc., etc., etc. D'accord. Donc c'est ça, la micronutrition, en fait, va permettre de satisfaire tous les besoins d'une cellule pour assurer son bon fonctionnement. D'accord. Voilà. Enfin, en tout cas, un fonctionnement optimal qui va permettre à chacun de garder son capital santé. Parce qu'on a tous on va dire une identité, une espèce de carte d'identité nutritionnelle qu'il est important à un moment donné peut-être de définir par rapport à certaines étapes un peu plus difficiles ou certains manques, certains excès qui peuvent conduire à certains symptômes, certains syndromes, voire à certaines maladies. D'accord. Voilà. Surtout qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui tout est carencé. Oui, on a énormément de carences nutritionnelles dans les aliments, tout ce qui va être, maintenant on en parle beaucoup, dans tout ce qui est industrialisé, tout ce qui va être un petit peu transformé, va être beaucoup moins intéressant et efficace au niveau de la cellule. Par exemple, on prend un fruit, certaines pêches par exemple, on sait maintenant, parce qu'on a fait des études que une pêche qu'on achète au cours d'un de nos étés va ne pas du tout avoir la même qualité nutritionnelle qu'une pêche des années 50. Pour avoir l'efficacité nutritionnelle d'une pêche des années 60, il faut une cagette de pêche des années 2010. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas du tout la même qualité, c'est plus du tout le même apport nutritionnel. Donc c'est pour ça que il est important de rétablir un petit peu un certain nombre de façons de manger, de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on avale et pourquoi. Puis manger surtout en qualité, ça c'est important. Oui. En qualité plus qu'en quantité. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a certains moments où il va falloir parler quantité. Moi, c'est vrai que je parle pas tellement calories. Ouais. C'est vrai que il y a des moments où il faut pour certaines personnes, etc. Mais je vais plus m'intéresser à la densité nutritionnelle d'une alimentation pour pouvoir agir sur un intestin, sur un cerveau, sur certaines motivations et justement dans le cas du travail avec Delphine, de pouvoir permettre aux personnes qui ont des étapes à franchir, qui se posent des questions, quel va être l'impact de ces étapes sur leur fonctionnement et leur organisme, qu'est-ce que ça peut générer, comment est-ce que se libérer d'un fardeau, du poids d'un fardeau, on en parle qu'est-ce que ça va faire au niveau de son propre poids, est-ce qu'on va en prendre, est-ce qu'on va en perdre, est-ce que dans un premier temps on est un peu stressé, anxiogène de parler des choses qu'on maîtrise pas ou d'avoir ce besoin d'aller chercher quelque chose, de comprendre quelque chose. Est-ce que c'est un peu anxiogène? Comment est-ce que on peut éviter que l'organisme se manifeste dans un sens ou dans un autre? D'accord, ok. Alors, je vais poser la même question que tout à l'heure. Comment se déroule une séance? En fait, moi, c'est un peu dans le même cas que Delphine. D'ailleurs, c'est le lien que l'on a mis ensemble. C'est toujours l'écoute. D'abord l'écoute. Ouais. Alors, il y a une histoire. On est tous différents en fonction de nos origines, nos cultures, voilà, tout ça. De notre histoire. On l'a dit, de nos échecs, de nos écueils, etc. Notre propre, d'où on vient. Ça, c'est vrai que c'est très très personnel, mais lié à ça, il y a une espèce de voyage alimentaire. C'est-à-dire que on part d'une enfance. Qu'est-ce que les parents nous ont dit? Effectivement, tu vas manger ça, tu manges ça parce que dans tel pays, les enfants n'ont pas le droit de manger ça ou ils n'ont pas la chance d'en manger. Ils n'ont pas la chance de manger, donc tu finis ton assiette. Voilà, etc. C'est exactement tous, on a à peu près tous le même âge, etc. Alors peut-être que maintenant on le vit moins, mais c'est vrai que nous, dans nos générations, c'était des choses qui étaient vraiment importantes de faire ressentir à un enfant le poids d'une alimentation, etc. Donc il y a cette écoute et moi ce qui m'intéresse c'est savoir pourquoi à certains moments des gens vont avoir
ou une compulsion. C'est-à-dire, on va avoir une envie de bien sucrer. sûr, ouais. On a envie de sucrer par rapport à un stress, par rapport à une peur, par rapport à une tristesse, par Hormonal rapport à aussi, hein. Voilà, ça peut Des être règlements hormonal, etc. Mais s'il y a un écueil, quand est-ce que la personne a une espèce, est-ce que c'est lié à un mal-être? Est-ce que c'est de l'alcool par rapport à une tristesse? Est-ce que c'est du sucre par rapport à une tristesse? Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est, voilà, par exemple, pour des choses simples, hein. Mais savoir à peu près quand la personne va avoir le besoin de quelque chose qui va pas forcément lui faire du bien, parce qu'après, comment est-ce qu'elle se sent Bien sûr. par rapport à avoir mangé ça? Ça, c'est, oui, exactement. Donc ça, c'est important. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de questions. Et après, savoir quel est son environnement, sa vie, sa famille, etc. Qu'est-ce qu'elle peut faire s'il faut changer. Et après, c'est comprendre qu'il y a une habitude à changer éventuellement. Ouais. Bon, on dit traditionnellement qu'il faut 3 semaines, 21 jours pour changer une habitude, mais pour certaines personnes, surtout quand c'est ancré. Parce qu'en fait, on est ancré, on est dans un ancrage. Oui, bien sûr. Donc, on a l'impression d'avoir des boulets aux pieds et puis que ces boulets-là, ils veulent pas partir. Voilà. Donc c'est vraiment fort. Voilà, c'est ça. Quand on est dans un ancrage alimentaire, on a une empreinte de naissance parfois, on a vraiment des choses très, très qui peuvent être fortes, qu'on porte ou qu'on ne sait pas qu'on porte, mais en fait qu'on manifeste. Bien sûr. Donc, c'est savoir, est-ce que la personne se sent capable de changer? Dans quel cas? Est-ce qu'elle peut préférer manger du chocolat noir, je dis par exemple, par rapport à des gâteaux, si elle aime le sucré? Bien sûr. Introduire une grosse quantité, si elle a l'habitude de manger, plutôt, qu'est-ce qu'elle mange en grosse quantité? Plutôt prendre des légumes en grosse quantité, puis après, peut-être qu'on réduira la quantité. Mais voilà, c'est en tout cas une écoute, une adaptation et une explication. L'explication de l'intérêt de l'aliment, l'intérêt nutritionnel, de densité de l'aliment. Savoir, par exemple, si on mange beaucoup de crème, parce que en Normandie on mange beaucoup de crème, est-ce que on aime la crème ou pas? Je confirme. Voilà, je sais pas, c'est un je suis exemple. normande, donc je confirme. C'est un exemple aussi. J'ai habité 3 ans en Normandie, donc on a toujours dit que voilà, effectivement, il y avait de la crème en Normandie. Ils aiment la crème et le fromage, hein. Mais est-ce qu'on aime la crème? Pas forcément. Alors pourquoi est-ce qu'on remplacerait pas par une huile de colza, par exemple? Voilà. Mais on garde quand même, si on aime la crème, certains moments la crème. C'est ça qui est important, et c'est savoir aussi induire un petit peu quoi manger, quand manger, à quel moment, etc. Exactement. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment écouter la personne et savoir comment est-ce que on peut adapter un changement alimentaire au cours de sa transformation. Oui, c'est ça, sa transformation. Sa renaissance. Enfin, c'est pas une renaissance, mais enfin, un mieux-être par l'alimentation, et puis, s'il y a besoin, par des compléments alimentaires. Parce que s'il y a des épreuves un petit peu plus lourdes, parce que dans certains cas, il y a des secrets dans des familles. Ça, on le sait. Il y a tous des histoires, non-dits, les etc., secrets qui, malheureusement, sont des blocages aussi. Voilà, ce n'est pas digéré. Et ce qui n'est pas digéré, ça peut être lourd, parce que des fois, il y a des traumatismes, il y a des épreuves, dramatiques, qui n'ont pas été digérées. La cellule, quelque part, en garde peut-être un petit peu une mémoire. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est impacté au niveau de la cellule, la transmission, etc. Et donc, en fait, il y a plein de choses dont il faut tenir compte pour que les épreuves vraiment soient sorties de la bonne façon, mieux acceptées, que le cerveau l'intègre, et que tous ces changements se fassent de la meilleure façon pour qu'il y ait que l'épreuve soit la mieux digérée. C'est ça. En clair, d'abord, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la personne, ensuite une acceptation, et après un lâcher prise. Voilà, un lâcher prise. Et donc, par la micronutrition, on peut aider à pas consoler, mais en fait redonner un petit peu de confiance en soi à la personne, et surtout on va agir moi j'essaye de travailler beaucoup dessus sur la capacité du cerveau à intégrer ces nouvelles données pour un peu déprogrammer
des anciennes. C'est ça. Voilà. Et comment est-ce que, en fonction de chaque personne, parce qu'on est tous différents, on va apporter, s'il faut plus de dynamisme, plus de motivation, plus d'énergie. Voilà. Alors, on peut jouer sur les compléments alimentaires, on peut jouer sur, bien entendu, l'alimentation, c'est toujours la base. Bien sûr. Mais après, dans certains, faut cibler un petit peu plus chaque cas et être vraiment au plus près de la personne et de son ressenti. Ouais. Alors Armelle Laure, on va revenir, on va faire une petite pause musicale et ensuite publicitaire pour là rentrer dans le vif du sujet, même si on y était dans le vif du sujet, mais de parler de l'intérêt de la micronutrition en psychogénéalogie. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. Et donc nous sommes avec notre deuxième invitée, Armelle Laure, qui est pharmacienne, nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui, elle nous parle des bienfaits de la micronutrition, de ses intérêts en rapport avec la psychogénéalogie. Ah là là, des mots complexes. Mais bon, en réalité, c'est pas complexe. Armelle Laure, vous nous avez parlé donc de comment se déroulait une séance. C'est vrai que c'est beaucoup la communication, l'écoute. Tout à fait. L'écoute énormément. Après, un questionnaire aussi pour amener la personne à comprendre. Exactement. Je travaille avec il y a des questionnaires sur, bien entendu, ses habitudes alimentaires. Après, en fonction, il y a des règles, bien entendu, savoir quel est le ressenti de la personne. Là aussi, il y a des questionnaires particuliers, mais après, c'est une fonction de, un petit peu une sensation d'intuition. Ouais, c'est beaucoup, parce que il y a des personnes qui, des fois, n'osent pas ou ne pensent pas que c'est important de dire certaines choses, certains comportements alimentaires, certains, à certains moments de leur vie, elles ont senti quelque chose, elles n'ont pas jugé ça fondamentalement important. Ouais. Mais après tout, on se dit, pourquoi est-ce que quand dans l'enfance, on s'était fait disputer, on avait fait une bêtise, et puis après on passait à table, on n'avait pas faim, mais il fallait manger quand même. Ouais. Aller jusqu'au bout. C'est toujours, on en revient souvent à des choses un peu simples. Pour la plupart des gens, mais et en fait ça induit des formes de comportement, et après il faut un peu aller chercher un petit peu, des fois poser des questions un petit peu, Alors il y a des questionnaires, certes, avec des résultats, et là qui permettent au niveau de ces micronutriments et ces manques ou ces excès qu'il peut y avoir, là on peut intervenir effectivement avec des résultats à ces questionnaires vers une alors, les cellules, en fonction de cette modulation nutritionnelle, peuvent évoluer vers une bonne santé ou vers une maladie. Ouais. C'est pour ça que certaines personnes et certaines familles, quand on parlait tout à l'heure, quand Delphine disait qu'il pouvait y avoir des cancers parce qu'on disait tel aliment, etc. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas vrai, ce n'est pas forcément vrai, mais il peut y avoir des manques ou des excès au niveau, par exemple, de l'intestin qui se sont passés, parce que l'intestin est vraiment un organe qui va gérer, énormément de réactions on lui au dit niveau c'est le deuxième cerveau. Oui, c'est le deuxième cerveau, mais il a un tel impact au niveau de tas de réactions au niveau de l'organisme que effectivement, certaines cellules, en fonction d'un manque nutritionnel ou d'un excès nutritionnel, peuvent évoluer vers une bonne santé ou vers une maladie. Certaines personnes vont développer des maladies auto-immunes ou des cancers. Simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué mais alors là on est dans des traumatismes ou des choses plus importantes. D'où l'intérêt justement de la micronutrition en psychogénéalogie, c'est ce qu'on disait. C'est très important. Pour rétablir un petit peu certains manques nutritionnels qui vont faire que la personne va pouvoir soutenir son changement et reprendre ses ressources. C'est ça. Reprendre ses bonnes ressources. C'est très important. Parce qu'en fait, le corps a une auto-guérison possible. Et donc, on va pouvoir essayer de l'aider à refonctionner au mieux pour que, il reprenne ses baskets. C'est ça, exactement. S'aligner. Donc, en clair, la micronutrition va lui donner ce qui lui manque et ce qui manque aux cellules pour qu'elles s'autorégulent, puisqu'elles ont cette capacité de s'autoréguler et amener l'organisme à s'auto-guérir, à être dans un processus d'auto-guérison. Voilà, tout à fait. Et là, c'est l'importance entre la parole, le cerveau,
l'intégration de nouvelles données au niveau du cerveau C'est ça. et le rapport avec ce qu'on avale et comment on le digère. Alors, Armelle, on va faire une petite pause musicale et après on va parler justement en profondeur donc de l'accompagnement donc des personnes durant leur séance et aussi de comment vous faites pour les soutenir parce que voilà, lorsqu'elles prennent conscience Ah oui, ça d'une problématique, Dans certains cas, ça peut être difficile. c'est hein. difficile bien oui, sûr voilà. à gérer. Oui, c'est difficile de faire le premier pas, mais après, il faut tenir la distance. C'est Même ça. si, bon, effectivement, Delphine a dit 10 séances. On peut, bien des gens ne vont pas forcément jusqu'aux 10 séances. Bien mais en sûr. fait, quand même, il faut tenir et il faut accompagner pendant tout ce temps. Bah oui, parce que c'est important, parce que ça peut perturber beaucoup aussi. Ah oui, 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 parce oui, qu'on oui. fait ressortir des choses, fait des ressortir mémoires, choses. des Ouais, tout à fait. transmissions, des non-dits. Il faut pas des s'arrêter. blocages. Faut pas C'est ça. s'arrêter. Oui, parce que malheureusement, l'être humain, il est quand même programmé avec des peurs. Mais on va revenir. C'est intéressant tout ça. On va revenir. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. Au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Armelle Laure qui est pharmacienne nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui donc elle nous parle des bienfaits de la micronutrition et de ses intérêts en rapport avec la psychogénéalogie. Donc on a parlé donc du rapport qu'il existait réel entre justement la micronutrition et la psychogénéalogie. Alors on parle donc de la séance. Comment accompagnez-vous les personnes durant leur séance ? Parce que je pense que c'est toujours difficile de faire un travail sur soi. Beaucoup ne l'acceptent pas. Oui, alors là, on est dans une démarche personnelle dans une vraie démarche. C'est-à-dire que la personne est consciente qu'il y a ou des répétitions familiales, ou des angoisses par rapport, on a dit, à des dates anniversaires, etc., etc., ou des situations où il y a des écueils, où il y a des échecs amoureux tout le temps qui se répercutent, qui se répètent, etc. Voilà, plutôt la série des justement. Donc la personne qui est au courant que cette psychogénéalogie ou cette transmission transgénérationnelle, comme on peut dire aussi, existe, fait une vraie démarche. Elle va voir quelqu'un, etc. Donc après, ce qui est important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, prendre conscience que il y a une problématique, prendre conscience de la racine de cette problématique, va permettre de déprogrammer. Alors là, on est plus sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le travail et le soutien du cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va lui apporter pour que il fonctionne au mieux, parce que tout au long de la vie, les neurones, c'est-à-dire les cellules du cerveau, maintiennent et recréent des interactions entre elles. Donc, on peut agir à tout moment et n'importe quand. Donc, au contraire, il faut. Voilà. Donc déjà, c'est plutôt satisfaisant qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut vraiment évoluer et on peut repartir sur des bonnes bases. Donc là, c'est définir encore une fois par des questionnaires le suivi du ressenti de la personne. Comment est-ce qu'elle se sent ? Est-ce que elle est quelle est son humeur ? Est-ce qu'elle est Est-ce qu'il y a du stress ? Est-ce qu'il y a de l'anxiété ? Est-ce qu'il y a vraiment une peur, etc. Donc là, on peut intervenir, je peux intervenir déjà par l'alimentation, en soutenant tout ce qu'il faut au cerveau, son énergie, l'eau, le glucose, l'oxygène, les oméga 3, etc. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Donc voilà, comment est-ce qu'on va l'améliorer, la maintenir ? Et ensuite, s'il y a vraiment des espèces des moments où la personne se sent mal, réapporter des compléments alimentaires. Et donc là, on va être sur un apport de compléments alimentaires pendant un temps donné, défini, qui vont permettre de redonner un petit peu de dopamine, si la personne a besoin de lutter contre son état de stress, d'être motivée, etc. Ou alors, s'il y a plutôt des moments de pleurs, ou alors il y a vraiment des envies de sucrer, ou le soir devant la télé, où c'est vraiment des émotions importantes. À certains moments, on parlera de la sérotonine, et après on verra comment est-ce qu'on peut, avec des plantes, de l'homéopathie, etc., des compléments alimentaires. Mais là, on est vraiment dans le cas par cas. Voilà. Ça, c'est vraiment faire un état des lieux de l'humeur de la personne et en fonction de son ressenti, parce que réparer ce qui nous appartient pas, on sait pas. On est un peu démunis face à ça. Et on n'est que des êtres humains, donc comment faire ? Et donc là, il faut s'aider au maximum. Alors, c'est pendant un temps défini, mais une fois qu'on reprogramme une alimentation par rapport
une alimentation riche en densité nutritionnelle, des bons aliments, quand on a compris qu'est-ce qu'on pouvait apporter, à quel moment, quelle quantité, que on arrive à le maintenir, ça c'est un suivi qui peut être fait quelques semaines. Après, voilà, c'est reparti. Donc en clair, pendant la séance, il y a d'abord en premier lieu donc le questionnaire. Oui. On accompagne la personne. Oui. Et ensuite, vous soutenez la personne lorsqu'elle prend conscience de sa problématique. Oui. Parce que là aussi, c'est important justement qu'il y ait beaucoup d'écoute. Parce que là. L'écoute est fondamentale. Et justement, c'est là où on travaille. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en équipe. Ce qui est vraiment intéressant pour pas laisser la personne seule ou etc. S'il y a un blocage, savoir quel est ce blocage. Quel est ce blocage. Plus ou moins, moi, c'est pas forcément moi parce que la problématique. Ouais. Voilà, bien entendu. Donc là, réorienter vers Delphine pour que peut-être elle insiste sur certaines choses ou que qu'elle soit au courant en tout cas de ce que la personne ressent un petit peu. Et encore une fois, on travaille en équipe, on se connaît bien et puis en secret professionnel. Sûr. Donc là, là-dessus, il y a absolument aucun souci ni aucun, bien entendu, jugement. Donc pour aider, si elle peut débloquer quelque chose que moi je ne peux pas, et autrement, si moi, je fais faire avec des compléments alimentaires, des précurseurs de ce qu'on appelle ces molécules qui agissent au niveau du cerveau, du tryptophane, de la tyrosine, et on apporte les oligo-éléments, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne au mieux. Parce que ça c'est important, parce que la plupart carencés. Oui, on est toujours carencés. Ne serait-ce que l'alimentation est très carencée, elle est transformée, c'est plus la même. Donc, en fait, on a ce besoin de nutriments, on a besoin d'oligo-éléments, on a besoin d'oméga 3. Voilà, tout à fait. Il faut que ça soit fluide. Il faut que la fluidité se fasse dans la parole. Il faut qu'elle se fasse dans la compréhension. Il faut qu'elle se fasse dans l'explication. Donc ça, c'est plus nous en tant que praticiens, thérapeutes, etc. D'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on va le faire, pour que la personne soit en adéquation et en acceptation. Et après, la fluidité, l'hydratation, la nourriture du cerveau pour que la reprogrammation se fasse et que, surtout, elle soit durable. Ouais, parce que ce qui est important justement, c'est que une fois que la personne prend conscience de sa problématique, il faut aussi l'aider à reprendre sa vie en main. Voilà, c'est ça. C'est elle qui doit abandonner le fardeau qui ne lui appartient pas pour reprendre son destin en main. C'est ça. En fait, c'est un peu ça. C'est prendre des grandes explications ou des grands mots. Mais en fait, même pour des petites choses, c'est ça. Oui, parce qu'il faut l'amener vraiment à comprendre que ce fardeau n'est pas le sien. Non, c'est pas le sien. Et qu'il faut qu'elle accepte. Oui, même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent le fardeau, par exemple, de la famille, qui portent le fardeau des amis, qui portent le fardeau de l'humanité tout entière, alors qu'en réalité, elle doit d'abord penser à elle. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on disait. On parlait des prénoms tout à l'heure avec Delphine. C'est vrai que moi dans ma famille, il y a un prénom qui était, parce que il y a eu pas mal de militaires dans ma famille, un prénom de quelqu'un qui est décédé jeune au cours d'une guerre. Un de mes cousins a hérité du même prénom, et quand il a fallu quand il y a eu une succession familiale, cette personne a d'elle-même dit je prends ce qui appartenait à mon oncle, la personne qui portait son prénom, qui porte le même prénom, alors qu'on l'obligeait pas. C'est ça. Donc quel est le poids effectivement du prénom? Et ça, forcément, on le fait de façon inconsciente en se disant moi je l'assume, etc. Sauf qu'on lui demande rien. On lui demande pas d'assumer ce fardeau-là, d'assumer. Mais je pense que c'est inconscient. Il va être attiré par la mémoire, par la mémoire. Et donc, qu'est-ce qu'il va transmettre? C'est toujours ça dans l'histoire, parce que il y a ce qu'on fait, ce qu'on digère, ce qu'on ne digère pas, et ce que on va continuer à donner. C'est ça. C'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut que les personnes, on essaie de faire avec Delphine, c'est que ça peut être simple des fois, et des fois ça peut aller excessivement vite, mais sur des émotions inscrites dans nos mémoires ou dans nos générations passées ou lointaines ou moins lointaines, il peut y avoir des choses importantes, et en fait quand on comprend qu'il y a une libération de quelque chose, que on la ressent, on l'intègre, on la conscientalise, je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais bref, et donc une fois qu'on s'en rend compte, en tout cas, ce poids-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on le prend tout d'un coup, premièrement, ou est-ce qu'on le perd? Donc comment l'organisme va perdre du poids
Est-ce qu'on va gérer une perte de poids? Est-ce qu'on va avoir une libération de toxines? Parce que qui dit perte de poids dit au niveau des cellules, on a tous une cellule graisseuse engrange des toxines. Donc là, quand on perd du poids, on la libère, donc il faut gérer ça, il faut drainer, il faut aider à l'élimination, donc c'est là où on intervient, il faut donc boire, etc. Il faut vérifier le mode de vie de la personne, toujours sur les émotions, on part sur, et encore une fois, l'humeur, donc introduire une respiration, refaire du sport, aider à trouver quelque chose qui va permettre, au moment où il y a une petite... un petit accident, un petit écueil en se disant oh là là, on repart sur de la tristesse ou etc. Quelque chose de lourd. Hop, on y va, ou par des plantes et soutien de ce qu'on appelle nous en nutrition ou en micronutrition les émonctoires, c'est-à-dire du foie, le poumon, parce qu'il peut y avoir des sorties de boutons, il peut y avoir de l'eczéma, il peut y avoir il y a tellement de choses, comme ça. Bien sûr. Quand il y a libération de quelque chose, le corps libère aussi. Donc là, voilà, j'interviens pour aider à drainer, à éliminer, à avoir une alimentation, etc. Et puis donner des petites pistes de changement d'hygiène de vie, de mode de vie, vérifier le sommeil, vérifier, etc. Tout ce qui peut permettre de faire que le nettoyage est profond. Armelle Laure, on va revenir. Vous voyez que là, on a un invité là qui a 2 ans et qui arrête pas de dire maman. C'est exceptionnel qu'il soit là. Mais voilà. Il est mignon. Ça y est, lui aussi fait de la radio, donc je m'excuse aux auditeurs. Il parle. Voilà, il est là, il est avec nous, mais c'est comme ça. Voilà, et on va le laisser s'exprimer. Comme ça, on va pas le bloquer. Exactement. Il faut pas. On va revenir. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc toujours avec notre invitée Armelle Laure, pharmacienne nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Donc aujourd'hui, elle nous parle des bienfaits de la micronutrition, de ses intérêts en rapport avec la psychogénéalogie. On parlait donc quand on écoutait la musique, j'ai voulu donc apportez-moi le docteur et tout. Donc j'ai posé la question à Armelle de savoir si les déceptions amoureuses pouvaient créer réellement des pathologies cardiaques. Oui, de toute façon, à un moment donné, dès qu'il y a fragilisation et émotion importante, acceptée ou pas acceptée, alors après, ça dépend si c'est une grosse émotion ou si c'est des petites, souvent répétées. Voilà, encore une fois, ça aussi, ça peut intervenir. À partir du moment où il y a un impact au niveau cellulaire, au niveau de l'intestin notamment, parce que beaucoup de choses passent par d'émotions, ont un impact sur la modification de la flore intestinale, sur la modification de la digestion, encore une fois de l'intégration de ce qu'on avale. Donc à un moment donné, ça a une répercussion avec différents organes et effectivement là toute la zone du péricarde cardiaque peut pour certaines personnes qui ont un terrain, ça peut agir, oui, bien entendu. Donc vous avez rebondi justement sur les intestins, les intestins qui sont le deuxième cerveau. C'est vrai qu'il y a donc de plus en plus de personnes qui ont une fragilité au niveau de la flore intestinale, un déséquilibre de la flore intestinale qui peut être dû aux émotions, qui peut être dû aussi aux pesticides, aux métaux lourds, tout ça. Tout intervient. Donc c'est pour ça là, que l'alimentation est très très importante. Mais en fait, cet intestin est vraiment et ce qu'on appelle toutes ces probiotiques, ce qu'on appelle toute cette flore intestinale qu'on appelle le microbiote, on commence simplement à l'étudier depuis 15 ans. Donc on est vraiment au tout début de ce que l'on sait. On sait, on comprend maintenant qu'il y a certains impacts. On ne sait pas encore véritablement comment arriver à l'expliquer, mais effectivement, toutes les émotions, en tout cas, sont fondamentales sur notre flore intestinale. C'est vrai, on l'altère à chaque fois qu'on va dire on est stressé. Alors il y a l'alimentation, ça c'est vrai, on l'a dit, il y a ce qu'on respire, il y a plein de choses qui interviennent. Mais soi-même, avec ce que l'on vit et ce que l'on ressent, on impacte dessus et on le transforme. Oui. C'est ça. Oui. D'où aussi, on parlait tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes. Ah oui, vraiment. Parce que notre tissu intestinal
a ce qu'on appelle là, je vais être un petit peu scientifique, mais un tissu lymphoïde et qui peut peser jusqu'à 2 kilos et qui est très 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 important pour stimuler et développer et intervenir en tout cas sur notre immunité. Alors on a l'immunité qui est donnée par les cellules de notre maman. Enfin, quand on naît, par voie naturelle notamment. Après, il y a les probiotiques, il y a tous les médicaments que l'on prend, il y a plein de choses. Et puis, il y a ce qui interfère sur ce qu'on appelle l'immunité acquise. Et cette immunité, c'est nous qui la transformons, qui la faisons, etc. Donc, d'où l'importance d'accepter les émotions, d'accepter de les gérer, d'accepter de les soigner, d'accepter d'en parler et puis de vraiment d'intervenir sur l'alimentation pour faire que, encore une fois, il n'y a pas de fatalité, on accepte et on arrive à améliorer les choses pour éviter d'aller vers une maladie que l'on développera soi-même en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est cette prise de conscience qui est importante de se dire que nous sommes aussi on est responsables, acteurs de nos propres maladies. Oui, tout par notre comportement alimentaire, par notre comportement si on n'arrive pas à lâcher prise, si nous sommes constamment dans la rumination mentale. Exactement. Et c'est là où où la micronutrition est importante et très très intéressante parce que effectivement on va pouvoir inverser ou en tout cas calmer certains ressentis et encore une fois là c'est les compléments alimentaires, on est un petit peu plus précis sur les oligo-éléments, les minéraux, tout ce qui manque et là on va être l'importance du fer, du zinc, de la vitamine D, on parle beaucoup maintenant de la vitamine K2, c'est vrai, en tout cas vitamine K on va dire ça comme ça et on n'en est qu'au début, voilà, il y a plein de choses qui vont être découvertes et énormément. L'INRA travaille sur le microbiote, donc ces cellules, cette flore intestinale, et il y a des recherches qui sont passionnantes et avec un impact sur le cerveau et vice versa. D'où l'intérêt au niveau d'une gestion des émotions d'intervenir par, encore une fois, ce que j'ai dit et ce qu'on a redit sur l'alimentation et comment est-ce qu'on la gère et comment est-ce qu'on peut intervenir sur des passages un petit peu difficiles de la vie des gens. Ça c'est vrai que c'est une réalité très d'actualité et qu'on essaye c'est un message qu'on essaye de faire passer, Delphine et moi, effectivement, dans notre travail, de façon, en travail d'équipe, de façon assez claire. Et en tout cas, on est là pour expliquer. Vraiment. Ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est important justement. C'est pour ça que vous êtes vraiment complémentaires toutes les deux, dans le sens où vous amenez vraiment à faire ressortir ce qui ne va pas de la personne et après, donc avec la micronutrition et justement la psychogénéalogie, de permettre de donner des clés à la personne pour qu'elle justement s'autorégule, s'auto-guérisse, parce que il faut savoir que le thérapeute accompagne, il ne guérit pas la personne, il l'accompagne et c'est la personne elle-même qui accepte ou non. Oui, tout à fait. Et là, c'est vraiment moi dans ma partie, c'est d'inverser certains automatismes alimentaires dont on a parlé tout à l'heure pour donner de nouvelles habitudes alimentaire et de façon à sécuriser vraiment le bon fonctionnement de l'organisme. Et là, c'est vraiment permettre aux personnes de découvrir une nouvelle perspective. C'est tout ce qu'elles ont en elles pour les aider à améliorer leur vie cellulaire qui est fondamentale, être à l'écoute d'elles-mêmes et tout ça de façon durable pour que le travail qu'elles ont essayé de faire sur leur passé permettent dans le présent d'être compris, digérés et afin que l'avenir et tout ce qu'elles vont avoir à transmettre soit bien plus clair et bien plus agréable et éventuellement heureux. Ouais, c'est sûr, c'est ça le plus important. Voilà. Alors Armelle, donc pour finir, parce que l'émission est finie, bon, on a eu un invité qui arrêtait pas de dire maman, c'est exceptionnel, je vous le dis, parce que être maman et à la fois animatrice et poser les questions, waouh, c'est pour ça qu'on dit que vraiment les femmes, elles sont un peu partout. À la fois j'ai une main ici avec le petit, mon cerveau il est, je crois qu'heureusement qu'il a besoin de micronutriments, hein. Là.
On va Franchement. en parler. Alors, où vos coordonnées, comment faire pour justement vous contacter? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 70 61 12 04. Donc, je crois qu'il faut qu'on répète. Oui, 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 oui. c'est 06 mieux. 70 61 12 04. Et autrement, sur Facebook, Armelle Laure, nutrithérapeute. Voilà. Merci en tout cas. Non, c'était Merci. un plaisir. Désolée Merci à pour tous. l'invité qui a fait. Non, mais c'était un plaisir. Ah, Merci Medjaï, merci à vous tous. Merci en beaucoup. tout cas, Armelle Laure. À bientôt. Merci. Et puis, merci pour toutes ces infos parce que Ah, je non, pense non, que non, ça, c'était, c'est vraiment super important. C'était un plaisir. Et en tout cas, moi, j'en profite pour la fin. Je suis perturbée, je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Quand on entend maman, bah Ah, voilà, oui. on est perturbé. On Ah bah essaye. oui. Eh oui. C'est On comme remercie notre ami Mehdi qui était notre invité aujourd'hui. Ah oui, hein. Voilà. On l'applaudit, hein. Bravo, Mehdi, hein. Voilà. Bon, alors Linda en tout cas. Ouais, moi en tout cas j'en profite vraiment pour remercier nos deux invités, Delphine Moschini qui nous a parlé de la psychogénéalogie. C'était vraiment super intéressant. En complément donc avec Armelle Laure, donc pour la micronutrition. En tout cas, merci encore Armelle. Sans oublier Medjahed, Merci beaucoup. toujours fidèle à la Toujours technique. à la technique, on est là, On on est n'oublie là. pas, on n'oublie pas. C'est gentil comme tout. Et puis bien sûr en parlant de d'inviter aussi, tu étais là aussi ma chère Linda et tu animes cette émission Parler bien-être et réussite. Et puis tu proposes aussi bien entendu toi aussi tes services de naturopathie Exactement. du bien-être. Bah, c'est un petit peu aussi en rapport avec l'alimentation, avec tout C'est ça. beaucoup en rapport parce que je travaille aussi beaucoup avec Armelle Ouais. et avec Delphine. C'est vrai qu'on est complémentaires toutes les trois et on travaille beaucoup en symbiose toutes les trois pour aider au maximum donc les personnes qui sont en souffrance Ouais. et les personnes qui ont des pathologies diverses afin de les accompagner vraiment à comme disait tout à l'heure Armelle, à déprogrammer. Oui. À déprogrammer ce qu'ils ont par des mémoires transgénérationnelles, par des justement conditionnements, parce que malheureusement tous les jours on se crée nos propres programmations par des événements, par des rencontres, Ouais. par les médias, par Exactement. tout ce qui fait l'être humain, Notre environnement. Ouais. notre environnement de Et toute façon. beaucoup d'auditeurs ont fait confiance aussi à Inda, donc vous pouvez l'appeler évidemment au 06 11 92 45 61. Notez bien son numéro de téléphone 06 11 92 45 61. Merci en tout cas Medjahed. On n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs, on les embrasse très très fort. Oui, Heureusement qu'ils sont là. tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, ils ont découvert mon côté maman. Voilà. Voilà. Et ils ont découvert le petit Mehdi qui était notre invité. Eh oui, eh oui. Et la conclusion, évidemment. Ben oui, tu l'aimes la conclusion. Eh oui. Bah tu sais quoi, aujourd'hui c'est toi qui vas la dire. Allez, aujourd'hui c'est toi Ouais. qui vas dire cette conclusion parce que on envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour à cette humanité qui en a tant besoin. Et ce qui est important aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand quelque chose ne va pas ou que vous sentez qu'il y a une injustice sur Terre, envoyez beaucoup de lumière à cette injustice et ne nourrissez pas le mal par le mal. Et je vois de qui tu parles, évidemment, et on pense Voilà. très très fort à cette personne, évidemment. Et ça c'est important Ouais. de jamais nourrir le mal par le mal. Exactement. Dans tous les cas, parce Exactement. que parfois, c'est ce qu'on parle encore des phénomènes inconscients, on pense faire le bien alors qu'en réalité on fait le mal. Voilà. Donc je te dis le mot de la fin, mais Allah yahdina. Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région.